Salut, chers apprenants, c'est le professeur Zamblé. Aujourd'hui, nous voudrons vous proposer un petit résumé sur le cours des associations mécaniques. Donc, je vous demande vraiment de prêter attention à ce cours. Et vous allez voir que rien n'est caché sous le soleil. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de déterminer les équations différentielles des mouvements oscillatoires et les solutions éventuelles, y compris aussi même comment il faut faire la courbe représentative de ces équations. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'ordre du jour. Suivez très bien et restez concentrés. Voici le titre de la leçon. Nous parlons aujourd'hui de l'oscillation mécanique. L'oscillation mécanique, dans un premier temps, nous avons le cas d'un pendule élastique horizontal. Il y a aussi des pendules élastiques verticales et aussi des pendules circulaires. Mais aujourd'hui, nous allons seulement nous limiter seulement au cas des pendules élastiques horizontales. Dans la prochaine vidéo, nous verrons aussi le cas des pendules verticales. Le cas des pendules horizontales. Voici un ressort qui est là. Nous avons ici un ressort déterminé par 3 positions. Et ici, nous avons quoi? Ce ressort qui est là est muni d'un repère OIJ. Sur ce ressort, à l'extrémité ici, on vient ici, on met un solide M et S, de masse petit m, le solide S de masse petit m. On accroche ce solide à l'extrémité droite du ressort ici. Vous voyez très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Un opérateur vient et il exerce une force sur le solide. Ça dépend de la direction de la force que l'opérateur va exercer sur le solide. Si l'opérateur, voici la position initiale du solide qui est là, l'opérateur vient ici et il exerce une force sur le solide. Ça veut dire quoi? Il écarte le solide de sa position initiale. Donc, on va d'abord noter ici, ça c'est la position d'équilibre. La position d'équilibre du solide. Et ici, nous avons position ou bien état allongé. Position ou bien état allongé du solide. Et du ressort. Et ici, nous sommes dans une position comprimé. Voici l'exemple ici. Nous avons toujours 2 forces qui s'exercent, 3 forces, excusez-moi, qui s'exercent sur le solide. Et à la position d'équilibre, nous n'avons que seulement 2 forces. Ça veut dire le poids du solide et la réaction normale du support sur lequel le ressort se tient. C'est lorsque maintenant, la troisième force va intervenir lorsque l'opérateur vient exercer une force F, soit à comprimer le ressort, soit à allonger le ressort. Et c'est là que nous allons maintenant voir la troisième force. Voici la position d'équilibre qui est là, du repère. Les points O', O qui est l'origine du repère, O' qui est l'origine du repère I', J', O seconde qui est l'origine du repère I seconde, J seconde. Donc ces 3 origines-là sont au même niveau. Tout simplement, c'est pour indiquer les différentes positions du solide lors de la compression et lors de l'élongation. L'opérateur vient, le solide étant à sa position d'équilibre, initialement, on n'avait seulement que 2 forces qui s'exerçaient sur le solide. Le poids du solide et la réaction du support. L'opérateur vient. L'opérateur exerce une force, c'est-à-dire attrape le solide et il la tire
Ouais, il attire le solide pour aller comme ça, dans ce sens-là. Lorsque l'opérateur écarte le solide de sa position d'équilibre, pour aller vers comme ça, aller de la gauche vers la droite, c'est-à-dire que nous sommes dans ce cas-là, le figure qui est là. Voici la position d'équilibre de l'objet. Donc, on voit que quand l'opérateur a exercé une force sur le solide qui est là, bon, le solide s'est écarté de sa position initiale, que nous voyons ici, jusqu'à une position T quelconque. Qu'est-ce qui va donc se passer? Lorsque l'opérateur a exercé sa force pour pouvoir écarter le solide de sa position d'équilibre, l'opérateur ne va pas maintenir le solide, il va le relâcher. Une fois que le solide est relâché, le ressort maintenant sera suivi à un mouvement oscillatoire. Et c'est que le titre de la leçon, oscillation mécanique. Puisque c'est une force mécanique dont l'opérateur vient exercer sur le solide. Donc, ça veut dire quoi, oscillation? Une fois l'opérateur lâche le solide va faire un mouvement de va et vient. Va et vient. Le solide va venir ici, une fois lâché, mais le solide ne va pas s'arrêter à sa position d'équilibre auparavant, mais va cette fois-ci dépasser même sa position d'équilibre, venir jusqu'à là, et puis repartir encore. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'équilibre se rétablisse. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Puisque l'opérateur a exercé une force, la force que l'opérateur a exercée pour déplacer le solide de sa position de son d'équilibre ici, pour aller de l'autre côté comme ça, cette force-là, et après avoir lâché maintenant, c'est comme si en tirant le solide, il y a une force qui s'oppose à la force que l'opérateur exerce sur le solide. Et cette force-là n'est rien d'autre que la tension du ressort. Quel est donc le but ou bien le rôle de cette force ici? La tension du ressort. La tension du ressort tend à faire quoi? Tend à ramener le solide, bien le ressort, à sa position d'équilibre. Donc, si la tension est la force qui tend à ramener le solide à sa position d'équilibre, c'est qu'une fois que l'opérateur a tiré le solide pour l'envers vers la droite, et c'est cette tension-là maintenant qui va essayer de ramener le solide à sa position d'équilibre. Donc, ici aussi, on va voir, cette fois-ci, l'opérateur est venu à comprimer le ressort, c'est-à-dire à exercer une force à comprimer le ressort, que nous voyons ici. Mais la force que l'opérateur a exercée, une fois que l'opérateur va lâcher maintenant le solide, c'est-à-dire abandonner le solide à lui-même, cette force, dont s'appelle la tension, va essayer de ramener le solide à sa position d'équilibre. Donc, suivez très bien et soyez concentrés. Plusieurs ont la difficulté, quand ils arrivent là, comme il faut essayer de donner le sens, de représenter la tension du ressort. Donc, suivez très bien. Nous allons d'abord commencer à représenter la tension du ressort dans le cas de la position allongée. J'ai dit tout à l'heure quoi? Que l'opérateur exerce une force pour écarter le solide de sa position d'équilibre. Donc, la position d'équilibre du solide étant ici. Or, la tension, quel est son rôle? Elle sert plutôt à ramener le solide à sa position d'équilibre. Donc, ça veut dire que la tension T du ressort va se diriger, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. C'est cette force-là qui va ramener le solide à sa position d'équilibre. Donc, nous allons la représenter. Suivez très bien comment ça va se passer. Donc, ici, on dira que la tension du ressort T va se diriger dans ce sens. Et pourquoi pas le sens? Puisqu'on a dit que si la tension du ressort se dirige dans ce sens, c'est que la tension du ressort ici a échoué à sa mission. Donc, elle va plutôt faire quoi? Sa mission, c'est de ramener le solide à sa position d'équilibre. Donc, si elle se dirige comme ça, bon, c'est comme si elle a échoué à sa mission. Donc, elle va plutôt se diriger vers la position d'équilibre du solide. Revenons à ce cas.
Lorsque le ressort étant comprimé, c'est-à-dire les critères de sa position décrivent jusqu'à une position t quelconque, une fois le solide est lâché, la tension du ressort tend à faire quoi? Nous avons dit qu'elle tend à ramener le solide à sa position d'équilibre. Où est donc la position d'équilibre de l'objet? C'est cette position qui se retrouve là, qui se retrouve là. Donc, cette force-là pouvoir se diriger où? Comme ça? Non. Puisque la position d'équilibre du ressort n'est pas ici. Donc, cette force-là ne peut pas se diriger vers ici, mais plutôt vers la position d'équilibre du ressort ou bien du solide. Donc, voilà donc le sens de la tension électrique. Le sens de la tension T du ressort. Son point d'application, c'est le point de contact du solide avec le ressort, ici, et on a ça, la tension T. Ok. Les forces étant donc représentées, nous allons passer aux différentes questions dont vous pouvez faire face dans une épreuve. La première des questions, c'est de pouvoir étudier le mouvement, ou les caractéristiques du mouvement du solide lors des différents mouvements oscillatoires. Et ça ne sert à rien d'autre que pour déterminer d'abord l'équation différentielle et après chercher maintenant une solution à cette équation que nous allons déterminer. Puisque à chaque équation correspond une solution. Donc, on va passer maintenant à la première étape, qui n'est autre que détermination de l'équation différentielle. On va d'abord prendre le premier cas qui est là. Le cas d'élongation et le cas de compression. Donc, regardez très bien. La première partie, il y a même noté premier astérisque, équation différentielle. Équation différentielle. Donc, il y a d'abord le cas solide, le ressort allongé. Cas d'un ressort allongé. Okay. Avant tout cela, il faut d'abord faire une étude dynamique pour pouvoir déterminer l'équation différentielle en question. Ici, pour pouvoir déterminer l'équation différentielle en question ici, il faut d'abord connaître le système d'études. Ici, le système, ce n'est rien d'autre que le solide et le ressort. Mais ici, on supposera que la masse du ressort est négligée. Donc, le système, en quelque sorte, pourra donc se limiter tout simplement à l'étude du mouvement du solide. Donc ici, premièrement, comme il est dit, on va essayer d'abord de faire des inventaires des faces. On a ici quoi? Premier point, on définit d'abord le système. Système. Deux points. Et on ouvre des accolades. Solide S. Les masses M. Après avoir terminé le système, il faut préciser le référentiel dans lequel on travaille. Si c'est un référentiel lié à la Terre, on dira que nous sommes dans le cas du référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, puisque ici l'étude est liée à la Terre, on dira que, d'abord référentiel. Donc, on a ici référentiel terrestre supposé galiléen. Après avoir défini le référentiel, il faut déterminer la base dans laquelle on travaille. Ça veut tout simplement dire quoi? Le repère. Ici.
repère, 2 points. Ici, nous avons choisi quel repère? Le repère OIJ. Repère OIJ. Et sa base, ça va donner que la base IJ. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire maintenant l'inventaire des forces. On appelle généralement bilan des forces. Couramment, bilan des forces extérieures. Bilan des forces extérieures. Ici, nous avons combien de forces? Est-ce qu'on va prendre la position d'équilibre? Non. Si on considère la position d'équilibre, on a seulement que 2 forces avant. Donc, on va considérer les 2 positions. Si on prend la position allongée du ressort, si on considère pour cette position, nous aurons 3 forces, y compris cette position, 3 forces. Donc, on va donc les citer. La force, la tension T du ressort, bien sûr. Le poids P du solide, il faut préciser, c'est bon. Et la réaction normale du support. Ici, nous sommes dans le cas où il n'y a pas d'effort absence d'effort de flottement. Donc, on appelle ce type de mouvement le mouvement oscillatoire non amorti. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Puisqu'il y a l'absence d'effort de flottement, voilà pourquoi la composante de la réaction se réduit seulement qu'à la réaction normale. Sauf s'il y avait l'absence d'effort de flottement, on va avoir la réaction elle-même qui allait exister. D'accord. Donc, après avoir fait la représentation ou l'inventaire des forces extérieures, cette réaction, nous l'appelons RL. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déterminer l'équation différentielle de ce premier cas-là? On va donc maintenant essayer d'appliquer le principe d'inertie que nous avons vu. Donc, appliquons le principe d'inertie. Le principe d'inertie. Alors, que nous dit donc le principe d'inertie? Le principe d'inertie nous dit que à un système choisi, la somme des forces, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures est égale à la masse du système multipliée par le vecteur accélération. Donc, puisque nous avons combien de forces? Nous avons 3 forces. Donc, cette somme-là ne peut que se résumer à la somme vectorielle de ces 3 forces, c'est-à-dire la tension, plus le poids P, plus la réaction Fn, égale à la masse du système fois le vecteur accélération. Donc, voici le principe d'inertie. On va maintenant essayer de déterminer l'équation différentielle de notre mouvement oscillatoire. Nous sommes dans ce cas-là, le cas de ressort allongé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque l'étude, le mouvement du ressort ou même du solide, c'est effectué seulement que sur un axe. C'est vrai que nous avons défini un plan ici, mais sur ce plan vertical, le mouvement ne s'effectue pas sur le plan vertical, mais que le plan horizontal. Voilà pourquoi le titre de la partie était donc des pendules élastiques horizontales. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le cas où le mouvement oscillatoire s'effectuera suivant le plan vertical. Mais aujourd'hui, nous limiterons seulement au plan horizontal.
Donc, sur cet axe-là, puisque le truc se fait seulement que suivant un seul axe, il ne que l'axe horizontal qui est l'axe des abscisses. Donc, on va essayer de faire quoi? Nous allons projeter cette relation que nous avons mis là-bas sur cet axe. Ça veut dire quoi? Projection sur l'axe, projeter cette relation sur l'axe des abscisses, remettre plutôt à déterminer les composantes des différents vecteurs sur cet axe, sur l'axe OX. Donc, qu'est-ce que nous avons? Regardez très bien. Le poids. La direction du poids est comment? Le poids, c'est la verticale du lieu. Et nous comprenons aussi la réaction normale. La direction de ces deux forces-là sont comment par rapport à l'axe d'abscisse? D'abord, elles sont parallèles à l'axe des ordonnées. Or, l'axe des ordonnées étant particulier à l'axe d'abscisse, ça veut dire que la direction aussi est particulière à l'axe des abscisses. Donc, si ces deux forces sont perpendiculaires à l'axe des ordonnées, une fois qu'on les projette sur l'axe des abscisses, elles sont perpendiculaires à l'axe d'abscisse. Donc, une fois qu'on les projette, on vient comme ça, on se retrouve au point 0. Donc, ça veut dire quoi? Si on fait la projection, il y a d'abord mentionné projection sur l'axe OX. Donc, on aura quoi? On aura P suivant X plus P suivant X plus Rn suivant X égale la masse du système fois l'accélération suivant X. Pour déterminer P suivant X, il faut faire la projection de toutes ces forces sur l'axe des abscisses en question. Donc, puisque les deux vecteurs sont perpendiculaires à l'axe ordonné, donc les projections, à l'axe d'abscisse, donc les projections sur l'axe d'abscisse sera 0. Et que la tension T aussi. Voici le vecteur unitaire I. Son sens, c'est de la gauche vers la droite, alors que le sens de la tension, la force de la tension ici, c'est fait de la droite vers la gauche. Ces deux vecteurs unitaires, ces deux vecteurs sont de sens opposés. Donc, ça veut dire que la projection, l'image de la tension T sur ce stade-là sera moins T. On aura ici moins T. P suivant X, ça fait 0, puisque P est perpendiculaire à ce stade-là. R aussi, ça fait 0, puisque R aussi est perpendiculaire à ce stade-là. C'est égal à A suivant X. A, c'est que la dérivée seconde du vecteur position. Que vous avez déjà vu en cinématique du point matériel. En physique, lorsque nous parlons de la dérivée seconde d'un point ou bien d'une position, si c'est par exemple Y, vous pouvez mettre 2 points dessus. Et ça, ce n'est rien que dérivée seconde de Y par rapport au temps. En mathématiques, ces dérivées pour se faire suivant des axes, très souvent même, beaucoup en physique, nous travaillons avec le temps. Donc, on dérive tout par rapport au temps. Donc, ça veut dire que A suivant X, puisque nous ne sommes pas sur l'axe des ordonnées, pour parler de Y ici, on est plutôt sur l'axe des abscisses. Donc, au lieu de Y 2 points, on parlera plutôt de X 2 points. Donc, c'est M fois X 2 points. Et là, cette relation devient moins T
Donc, finalement, après avoir terminé l'équation différentielle du cas de ressort allongé, nous obtenons cette relation. Maintenant, comment on terminer l'équation différentielle dans le cas d'un ressort comprimé? Suivez très bien, bon, nous allons voir ça. Vous allez voir que ce n'est pas difficile. Ici, on se met toujours, on se met ici, puisque nous sommes dans les mêmes conditions. Ici, c'est les mêmes forces, hein, c'est les mêmes relations que nous allons appliquer. Donc, puisque c'est les mêmes vecteurs forces, seulement que ici, c'est à partir de la projection là que nous allons considérer. Donc, on va mettre ici projection. On va mettre ici d'abord cas comprimé. Ça, c'est pour le cas d'un ressort comprimé. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait? Donc, projection sur OIS. Il y a projeté ça sur OIS. Lorsqu'il y a projeté ça sur OIS, il y aurait quoi? P suivant X plus P suivant X plus Fn suivant X égale à M A suivant X toujours. Il a dit que la direction de force, le poids P et la réaction, c'est perpendiculaire à l'axe d'abscisse. Donc, la projection sur l'axe d'abscisse s'appelle 0. Donc, mais pour T, pour cette fois-ci, regardez, comment est-ce que la tension se dirige? La tension T se dirige comme ça, dans ce sens-là. Vous voyez? Donc, la tension T va dans le sens des X positifs. Alors, le même sens que le vecteur unitaire I. Donc, sa projection ici sera plutôt plus T, si il veut exagérer, plus 0 égale à M A X. Donc, ça veut dire T égale à quoi? M A suivant X. Il a dit aussi que la réaction suivant X s'appelle X 2 points. Donc, il met ici O A suivant X égale à X 2 points. Donc, je le cite T qui va me donner quoi? M X 2 points. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire donc? La tension T ici se dirige dans ce sens-là. La tension T ici va se diriger dans le sens qui est là. Or, ici, dans le cas ici, la tension T ici va se diriger dans ce sens-là. Donc, puisque ici le ressort est comprimé, regardez très bien. On sait quoi? Or, T égale à quoi? Ça correspond T fois une variation de X en réalité. Or, cette variation de X, ça fait quoi? Ça fait K facteur de X à une position quelconque moins X à la position X0. Ou si vous voulez, pour ne pas travailler comme ça, pour ne pas vous mettre en confusion, on va mettre ici L. Et puis on met L moins L0. Ça, de manière générale, L moins L0. Ici, voici la position d'équilibre. Regardez pour cette longueur. Quand on comprime le ressort, on voit que la longueur elle-même, initialement, ça c'est toute la longueur de la ressort qui est là initialement. Et c'est cette longueur qui fait L0. Vous voyez très bien. Maintenant ici, ça aussi cette longueur-là, c'est ça qui est L0. Et c'est tout ça qui fait L. La position finale, c'est ça qui est L. Maintenant ici, on voit la position finale ici. Voici la position finale qui est là, L. Et voici la position initiale L0 qui est tout ça. Donc en comparaison, L0 commence de là jusqu'ici. Or L commence de là jusqu'ici. En valeur absolue, on dira que L0 est plus grand que L. Donc ça veut dire quoi? Si L0 est supérieur à L, on sait que ça veut dire que pour cette portion qui est là, L moins L0 sera négatif. Vous voyez? Tout simplement pourquoi? Parce que c'est L0, dans le cas de compression, L0 est toujours plus grand que L. Donc, cela sera inférieur à 0. Car L0 est supérieur à L. Là, c'est le cas de la compression. Donc, si cette grandeur est négative, le K étant une constante positive, donc une constante positive fois une grandeur négative,
ça toujours négatif. Et puisque la tension ici, c'est une force, donc on ne veut pas que cette force soit négative. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt ajouter un moins ici pour neutraliser cela. En réalité, cette variation qui est là n'est rien d'autre que ça, c'est une grandeur algébrique. Donc, si la grandeur algébrique est négative, on veut la rendre positive, on met tout simplement un moins. Donc, voilà pourquoi vous aurez un moins ici à ce niveau. Et par là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On manipule maintenant. Donc, ici, et c'est tout ça là que nous appelons ici is. Avec K is. K fois is ici. Avec le is qui est là est négatif. Donc, on aura ici quoi? Moins T égale à M is 2 points. Donc, on va remplacer T par cette expression. Ça va donner moins K is. Puisque is est négatif, dans notre cas ici. Donc, il y a un moins ici. Lui étant positif. Donc, ce moins qui est là va neutraliser, va rendre le is qui est là positif. Et on verra que la force est une grandeur positive. Donc, on a ici. Celui qui est là, on le fait passer de l'autre côté ici. Son signe va changer. On aura moins M is 2 points égale à 0. Donc, en multipliant toute cette relation par un signe moins, par un moins 1, qu'est-ce qu'on aura? On aura K is plus M is 2 points égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'essaie de multiplier toutes ces relations par l'inverse de celui-là, comme je l'ai fait dans le premier cas là-bas, et on va obtenir finalement quoi? Is 2 points plus K divisé par M suivant is égale à 0. En général, on dit plutôt que puisque nous sommes dans une équation différentielle sans second membre, sans second membre, ça veut dire le deuxième membre de l'égalité qui est là, de l'équation, est nul. Donc, une telle équation de moment oscillatoire, on dira que cette proportion qui multiplie la dérivée première de is ou bien is n'est rien d'autre que la pulsation. Donc, on dira que or K sur M est égal à la pulsation au carré. Donc, on a ici quoi? Is 2 points plus oméga carré is égal à 0. Donc, voici l'équation différentielle. Ici aussi, en remplaçant K sur M par oméga au carré, on obtient ici is 2 points plus oméga carré is égal à 0. Donc, vous remarquerez que ce soit pour le cas des ressorts comprimés comme allongés, si nous avons bien manipulé, nous aurons toujours la même forme d'équation différentielle. Donc, voilà donc l'équation différentielle de notre mouvement oscillatoire. Donc, sans plus tarder, après avoir terminé ça, nous allons passer maintenant à la deuxième étape, qui n'est rien d'autre que, puisqu'on a établi l'équation, on va chercher maintenant combien il faut résoudre l'équation. Donc, on va maintenant passer maintenant à la résolution de notre équation différentielle. Donc, soyez concentrés pour la suite de la vidéo et vous allez voir qu'il n'y a rien de caché sous le soleil. Chers amis, après la détermination de l'équation différentielle de notre mouvement oscillatoire, nous obtenons cette équation différentielle qui est là à résoudre. Comment résoudre cette équation différentielle? Il est dit en général qu'une solution de cette équation différentielle en fonction de x et de la variable t peut se mettre sous deux formes. Quelles sont donc ces formes? Nous avons quoi? Ici. Une solution de l'équation différentielle est sous la forme is de t égale à is grand is m à l'indice, pour dire que ça c'est l'amplitude maximale fois le cosinus de oméga 0 t plus phi, ou encore vous aurez dans certains cas is de t qui sera sous la forme is m multiplié par sinus
oméga 0t plus phi. Voici les deux formes que nous rencontrons couramment dans ce type d'exercice. Maintenant ici, qu'est-ce que quel vaut is, m, oméga 0 et phi? Il faut noter que ici, que la position à t quelconque n'est rien d'autre que la position d'élongation. Le is, grand is à l'indice m, c'est l'amplitude maximale. L'amplitude maximale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grand is qui est là, is maximal, c'est la position à laquelle la vitesse s'annule. Donc, et l'oméga 0, c'est la pulsation. Phi, il n'est rien d'autre que la phase à l'origine des dates. Quand on dit phi, la phase à l'origine des dates ici, phi qui est là, bon, c'est seulement en radian. Également aussi, bon, l'oméga, lui, s'exprime en radian par seconde. Ça, c'est une vitesse angulaire. Et l'amplitude m, grand is m, s'exprime, ça, c'est pas la masse, hein. Le m qui est là, se trouve à l'indice de grand is, ça veut dire l'amplitude maximale. Donc, lui, il s'exprime en mètres, généralement, et l'élongation s'exprime aussi en mètres. On va essayer d'évaluer que nous considérons d'abord la première relation. On a la toute première équation pour travailler. On a quoi? On a is à l'instant t quelconque qui est égal à grand is m fois cosinus oméga 0 t plus phi. On va essayer d'évaluer la valeur de phi, puisque phi c'est la phase à l'origine. On va essayer d'évaluer la valeur de phi à l'origine des dates lorsque nous sommes à t égale à 0. Regardez très bien, ici à t égale à 0, le pendule ou bien le solide, mais le ressort se trouve à sa position d'équilibre. Excusez, se trouve à sa position d'équilibre. Donc à cette date-là, puisqu'elle est à sa position d'équilibre, il n'y avait aucune force qui s'exerçait là-dessus. On pourra dire que tous les corps qui ne sont pas en mouvement, qui sont fixes, ont une vitesse nulle. Donc, puisque ici, si on va dire quoi? À l'équilibre, V égale à V0 qui est égal à 0. Puisque ici, le solide, ni le ressort n'a pas bougé. Donc, il est fixe, sa vitesse est nulle. Qu'est-ce qu'on sait? Or, vous avez vu en cinématique que la vitesse n'est rien d'autre que la dérivée de la position. On sait que quoi? La vitesse est à quoi? La dérivée de la position. Ici, notre position c'est is dt, à une position quelconque. Puisque la position ici varie en fonction du temps t, donc ça sera par rapport au temps t. Et lorsque nous avons cette position, nous allons définir donc la vitesse. Or, à l'équilibre, on a dit que la vitesse est égale à 0. Donc ça veut dire que si la vitesse est égale à 0 à l'équilibre, ça veut dire que la dérivée de la position par rapport au temps t, c'est égal à combien? On rapporte la vitesse par 0 et cela implique que d de is de t par rapport au temps t égale à 0. À cause de ce cas, v égale à 0. Donc on n'a pas v ici par 0. Et à quel moment la dérivée d'une fonction ou bien d'un nombre réel ou bien d'une variable est nulle? La dérivée est nulle lorsque la variable est indépendante. Lorsque la position ici sera indépendante du temps t. Donc, cela implique que is de t n'est rien d'autre qu'une constante. Parce que c'est la dérivée d'une constante qui est nulle. Et cette constante n'est rien d'autre que, je vous ai dit quoi tout à l'heure, par définition de l'amplitude, ça veut dire que c'est la position maximale. La position maximale n'est rien d'autre que la position à laquelle la vitesse s'annule. Donc, comme la vitesse s'annule ici, donc is qui est là va donc être égal à la position, ne va pas rester comment que la position initiale et maximale. Donc, ça veut dire que is de t qui est là est égal à grand is m. Donc, is de t égale à
grand XM. AT égale à 0. Et ici, qu'est-ce que nous allons nous faire? Dans cette équation qui est là, si je nomme ça, on va nommer ça l'équation 1. Ici, je vais faire quoi? Bon, il peut nommer ça 2. Hein. Si on remplace x de t par xm dans cette équation, et le temps t, à cette position, on a dit quoi? Oh, à l'équilibre, c'est l'un de que à t égale à 0, à ce moment t égale à 0. Si on remplace t aussi par 0, et x de t par xm, on va essayer de faire ça pour pouvoir évaluer la valeur de la phase à l'origine phi. Donc, en remplaçant ça, on aura quoi? On aura tout simplement xm. Ça veut dire qu'on remplace cette quantité par xm. C'est égal à quoi? Xm, ce qui va multiplier maintenant quoi? Le cosinus de oméga fois oméga 0 fois, puisqu'on remplace le temps t aussi par 0 à l'équilibre, fois 0 plus phi. En faisant ça, on obtient xm égale à xm qui multiplie le cosinus. Tout ça est dans le cosinus. Oméga qui est une constante non nulle fois une constante nulle, ça fait 0. Donc il ne va pas rester que phi dans le cosinus. Le cosinus de phi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore d'autre? On va essayer de tirer le cosinus de phi. Donc, en tirant le cosinus de phi, le coefficient du cosinus de phi va bien diviser ce coefficient qui est là. On aura xm sur xm. Or, qu'est-ce qu'on sait? On a une quantité divisée par elle-même. Donc, ce rapport, un tel type de rapport ne va donner seulement que 1. Donc, ça veut dire que cosinus de phi, ici, égale à 1. Comment il va faire à ce niveau-là pour pouvoir déterminer le cosinus de phi? Nous allons faire une vidéo si ça, ce n'est que la résolution des équations trigonométriques. Donc, je me pose la question. Quelle est donc l'angle qui a pour cosinus égal à 1? Une fois qu'il arrive à répondre à cette question, automatiquement, il peut déduire la valeur de phi. Ça veut dire quoi? Je sais qu'en allant sur cette trigonométrie, l'angle dont ce cosinus fait 1, ce n'est rien d'autre que 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cosinus de 0, ça fait 1. Donc je vais remplacer 1 là par cosinus de 0. Ça veut dire que cette relation implique que cosinus de phi égale à cosinus de 0. Vous voyez? Donc il y a égalité cosinus d'un angle qui est égal à cosinus de l'autre angle. C'est que ça veut dire que phi égale à 0 tout simplement. 0 degré. Or, si phi est égal à 0, on revient maintenant à nos conditions T quelconque. Donc, ça veut dire que la phase à l'origine phi, à l'origine de cette phase elle est égale à 0. Donc, on peut même la négliger. Ça veut dire que oui, dans la solution ici, donc, la solution c'est réduit à x de t égale à xm cosinus donc voici donc la solution de notre équation différentielle. Il est également aussi de même puisque la phase phi égale à 0. Donc cette fois-ci je copie cette solution en remplaçant phi par 0 et je tombe sur cette solution. Également aussi de même, je peux aussi remplacer phi par 0 dans cette relation et j'allais avoir quoi? X de t c'est égal à grand système sur une de oméga t. Donc, voici donc la solution de manière générale à notre équation différentielle oscillatoire. Donc, sans plus tarder, on va donc passer à comment il faut déterminer, comme on appelle ça, les énergies, ça veut dire l'énergie mécanique du système total, et puis aussi voir comment cette énergie se comporte, si elle va se conserver ou pas. Après cela, nous sommes dans le moment d'oscillation. Ici, on va essayer de déterminer
la période et la fréquence de l'oscillation. Donc, sans plus tarder, nous allons nous arrêter là. Je vous dis, mais cette vidéo, nous allons faire une vidéo pour la suite de l'exercice. Donc, je vous invite vraiment à ne pas manquer cette vidéo qui arrive. Donc, essayez de reprendre cette vidéo, ces exercices, et vous allez voir que en oscillation mécanique, il n'y a rien de compliqué. Faites beaucoup vraiment d'exercices. Nous allons créer cette page. Notre objectif principal, vraiment, c'est pour vous aider à comprendre ces notions. Donc, si vous avez aimé la vidéo, il faut s'abonner à notre page et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de suivre nos prochaines vidéos. Ajoutez aussi, en plus de cela, des commentaires pour que nous puissions savoir quelle est donc votre préoccupation et en fonction de ça, nous allons vous proposer des vidéos pour vous aider dans la compréhension des notions incompréhensibles.